Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin. Je vous présente Jean-Étienne Quintin, qui est directeur de clientèle à CIASI, qui a accepté de faire cette présentation ce matin avec moi. Donc, je suis Cécile Bellor, directrice juridique et assurance chez Loup Dreyfus Armateur, mais surtout présidente de la commission logistique et transport de l'Ambraer. Donc, je vous précise que Jean-Étienne et moi ne sommes pas masqués car nous sommes testés négatifs et vaccinés de surcroît, donc nous nous sommes permis, en gardant un petit mètre entre nous, de ne pas intervenir masqués ce matin. Donc nous avons choisi de revenir sur l'incident survenu en mars dernier dans le canal de Suez. Le navire Ever Given, porte-conteneur de la compagnie Evergreen, s'est bloqué en diagonale dans le canal, ce qui a provoqué une paralysie de tout le canal pendant plusieurs jours, et des centaines de navires voulant y entrer ou voulant, dans un sens ou dans l'autre, ont été bloqués également. Ça a eu des conséquences pratiques et économiques gigantesques, et ce dans le monde entier, puisque 90% des échanges mondiaux se font aujourd'hui par la voie maritime, et 10% de ce transport maritime passe par le canal de Suez. Donc la commission logistique et transport de l'Ambraer ne pouvait pas fermer les yeux sur cet événement qui impacte non seulement le monde du shipping et des armateurs, mais également toute la chaîne logistique, tous les chargeurs, tous les destinataires du monde. Et c'était un véritable cas d'école pour notre commission de l'Ambraer. J'insiste néanmoins sur un point, c'est que Jean-Étienne Quintin, qui va nous présenter donc ce matin cet événement, en tant que courtier chez CIASI et membre de l'Ambraer, va vraiment avoir une vision très assurantielle de la problématique. Donc, il va nous présenter l'événement, ses causes, ses conséquences et les solutions existantes en termes d'assurance et d'indemnisation. Mais avant de lui laisser la parole, je tiens à souligner la présence de représentants du pilotage maritime, puisque Henri Cobrière, secrétaire général de la Fédération française des pilotes maritimes, pilote maritime lui-même, et Cécile Lamberski, la responsable juridique de la fédération, sont présents aujourd'hui. Et évidemment, comme le pilotage est au cœur de cet événement, d'un point de vue technique et peut-être juridique, ils auront, s'ils le souhaitent évidemment, la possibilité de nous interrompre et d'intervenir ce matin. Ça donnera, s'ils le souhaitent, une dimension beaucoup plus concrète de notre présentation. Voilà, Jean-Étienne, je te donne la parole. Merci Cécile. Peut-être avant, pardon, j'oubliais, Frédéric Jean va peut-être vous donner un petit guide de la manière dont vous pourrez poser des questions ou intervenir. Pardon, j'ai oublié ce petit détail pratique. Frédéric Jean. Merci Cécile. Oui. Merci. Bonjour à tous. Sur le côté droit de votre écran s'affiche une case grisée avec marqué question. Il vous suffit d'appuyer sur la petite flèche pour la dérouler. Vous posez vos questions et elles seront transmises et, donc à vos deux intervenants de ce jour qui, donc en fin de présentation, y répondront. Merci beaucoup. Merci Frédéric Jean. Merci. Donc, je laisse Frédéric Jean passer les slides suivants sur la structure de la présentation. Alors, un petit peu de propagande au bon sens du terme sur CIASI. Alors, les membres de l'Ambraer connaissent bien CIASI au titre du courtage d'assurance IRDP et vie. Vous nous connaissez peut-être un petit peu moins sur l'aspect international lié au corps. En réalité, depuis le rapprochement de ce département transport avec Cap Marine en 2016, puis en 2019 avec nos amis de Cormier Soriso, eh bien, CIASI est tout simplement le troisième courtier mondial en matière d'assurance maritime et transport. Et vous pouvez voir à travers cette diapositive notre présence mondiale à travers nombre de bureaux pour traiter des relations avec notamment les armateurs à travers le monde. Voilà, quelques petits chiffres ensuite s'agissant de nos activités. Alors,
CIACI n'est pas un nom patronymique, mais est bien un acronyme qui est apparu en 1932, et ça veut dire tout simplement Société intercontinentale pour l'assurance du commerce ou de l'industrie, pour ceux qui avaient oublié l'origine du nom CIACI. Saint-Honoré, je ne le présente pas, c'est le rapprochement de 2007. Et là, je vous livre aussi quelques chiffres en guise d'information sur nos activités plus dans le domaine armatorial, avec les rapprochements, les encaissements de primes au niveau mondial, surtout le nombre d'assurés, plus de 9000 navires assurés quand on imagine que la flotte mondiale de navires de plus de 500 tonnes de jauge brute est d'à peu près 55 000 ou 60 000. Vous voyez que nous sommes très présents sur le secteur armateur à travers le monde. Et c'est aussi des équipes de près de 300 personnes à travers le monde, uniquement dans le domaine maritime et transport. Voilà pour la petite présentation de CIACI Saint-Honoré dans le domaine armatorial. Et voici le sommaire sur lequel nous allons développer notre webinaire de jour. Donc, très classiquement, on va revenir sur l'événement lui-même et surtout sur le gigantisme du navire porte-conteneur. Nous allons aussi revenir sur la cause technique probable de l'événement et nous allons ensuite dérouler l'échange sur le cadre juridique de la navigation dans le canal de Suez. Et le point, je dirais, le plus important, au titre notamment des risques et d'assurance, sera sur les indemnisations au titre du marché de l'assurance maritime, l'avarie commune, et enfin sur les pertes financières sans dommage. Comme le disait Cécile tout à l'heure, je sais qu'il y a des avocats maritimistes présents ce matin. Ce n'est pas du tout le lieu de ce webinaire que de parler des questions de droit maritime, voire de droit de la mer, dans la mesure où c'est un webinaire de l'AMRAE. On va vraiment faire un focus sur les risques et sur les assurances et les modes de transfert. Je pense que les avocats vont se faire un plaisir pendant des années de batailler les uns avec les autres sur les causes, les conséquences, les recours, mais ce n'est pas du tout l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc revenons tout simplement sur l'événement. L'événement, j'ai voulu reprendre tout simplement les caractéristiques techniques du navire, qui est absolument gigantesque. Vous voyez là les caractéristiques techniques en longueur, en tirant d'eau, c'est-à-dire la distance entre les œuvres vives du navire, et surtout le nombre de conteneurs à bord. Alors, les navires porte-conteneurs, on distingue leur taille surtout à travers l'acronyme EVP, qui veut tout simplement dire équivalent 20 pieds, TEU en anglais, 20 equivalent unit, c'est le nombre approximatif de compteurs de 20 pieds qu'il est possible d'embarquer. Alors, quand vous regardez la photo de l'Ever Given, et sur la plupart des porte-conteneurs, en réalité, ce sont beaucoup de conteneurs de 40 pieds, c'est-à-dire à peu près 12 mètres de long. C'est ce que vous voyez quand vous rendez à Deauville lors du séminaire d'AMRAE, revenir du Havre sur ces châssis de camions de 38 tonnes. Et donc, vous imaginez donc à peu près la moitié, 10 000 conteneurs de 40 pieds, c'est absolument gigantesque. Donc, sur la structure capitalistique relativement classique, vous voyez que c'est une propriété financière d'une filiale japonaise, que ce navire, comme dans beaucoup de flottes armatoriales, est en réalité affrété, c'est-à-dire loué par un exploitant qui est Evergreen et qui dispose par ailleurs d'une société de gestion technique qui est Bernard Schulte, avec un équipage indien. Alors, ça, c'est pour, je dirais, planter le décor technique. Maintenant, se pose une question, certes un peu de droit, et Cécile interviendra juste dans les minutes qui viennent, de savoir finalement qui est responsable de cet événement. Alors, il va y avoir là aussi beaucoup de bagarres, d'échanges, et en matière de navigation maritime, lorsque vous êtes dans des eaux resserrées, lorsque
vous atterrez, lorsque vous arrivez dans un port, eh bien, vous avez l'obligation de ce qu'on appelle le prendre pilote, justement pour que ces pilotes qui connaissent parfaitement les eaux portuaires ou les canaux et détroits vous guident pour éviter les écueils. Alors, vous pourrez penser que le pilote pourrait être complètement responsable de la manœuvre. Ce n'est pas le cas et Cécile va vous dire quelques mots à ce sujet. Oui, très rapidement. En fait, les pilotes maritimes sont obligatoires partout dans le monde, dans les zones délicates, donc le canal en particulier et tous les ports en général, parce qu'ils ont une connaissance très pointue de la configuration des lieux et ils aident, ils assistent les commandants de navires à entrer et sortir. Donc, ils montent à bord soit grâce à leur pilotine et une échelle, soit plus rarement grâce à un hélicoptère et inversement, ils descendent une fois que le navire est dans les eaux en toute sécurité, ils repartent à bord de leur pilotine ou de leur hélicoptère. Donc, ils ont un rôle d'assistant, un rôle de conseiller. Ils montent à bord, ils ne touchent pas à la barre, ils ne touchent à rien, ils conseillent. Et c'est toujours le commandant, le capitaine, qui reste maître à bord et qui est le dernier à décider de ce qui va être fait. Si le pilote lui conseille quelque chose, le commandant a le droit de ne pas lui obéir et de faire comme bon lui semble. La conséquence de ce rôle de conseiller, d'assistant, c'est que le pilote, sauf faute quasi-intentionnelle ou intentionnelle, ne sera pas responsable des conséquences d'un dommage ou d'un incident qui surviendrait à bord pendant qu'il est à bord du navire. Sa responsabilité ne peut pas être engagée. Il n'est que conseiller du commandant qui reste, lui, le responsable. Commandant qui représente l'armateur, et c'est donc en matière de transport maritime ou de shipping, toujours l'armateur ou le transporteur qui a une responsabilité automatique lorsque un incident survient, et ce, même si un pilote était à bord. Voilà. Alors Cécile, je crois qu'il y avait des intervenants de la Fédération française des pilotes maritimes. Je ne sais pas si Frédéric Jean, vous pouvez leur laisser la possibilité d'intervenir à ce stade. S'ils le souhaitent, oui. Nous avons le secrétaire général de la Fédération des pilotes maritimes, Henri Cobrière, et Cécile Lamberski, responsable juridique. Donc, si l'un ou l'autre souhaite parler ou pas, ou dire bonjour, ils sont les bienvenus à intervenir s'ils le souhaitent maintenant. Voilà, Cécile Lamberski, donc responsable juridique, et Henri Cobrière, donc secrétaire général de la Fédération, qui lui-même est un pilote maritime, qui a pu intervenir dans les conditions que je viens de vous décrire sur les navires. Et futur président de la Fédération française des pilotes maritimes à partir du mois de juillet. Voilà. C'est vrai, pardon, je ne l'ai pas dit. Ouais, pardon. Écoute, oui, tu as bien résumé le régime de responsabilité. Après, peut-être distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale, hein, ça va pas être tout à fait le même régime. C'est vrai que pour le régime de responsabilité civile est assez protecteur pour le pilotage maritime. Pour cela, il y a plusieurs raisons. Pour la responsabilité pénale, là, c'est une autre histoire et ce sera quelque chose de plus personnel. Voilà. L'exonération de responsabilité sera différemment appréciée. Voilà. Merci Cécile. S'agissant de la diapositive suivante, commandant, je vous remercie de rester en ligne parce que il y aura peut-être des explications à faire s'agissant de la cause donc, technique probable de l'échouement du navire. Je dis bien l'échouement parce qu'on lit parfois des termes techniques qui sont pas bons. Hein. On a vu l'échouage. Alors juste, pas pour faire mon casse-pied, mais l'échouage est une manœuvre volontaire, l'échouement est une manœuvre accidentelle. Voilà. Donc sur la cause technique probable, eh bien, les réseaux sociaux sont très bien faits et les réseaux amicaux aussi. Et j'ai pu échanger avec un de mes camarades qui est le professeur en chef de l'enseignement maritime, Hervé Baudus, c'est-à-dire ce sont les professeurs qui interviennent dans les écoles de marine marchande. En l'occurrence, Hervé est prof
à l'École nationale de marine marchande de Marseille. Et il est en plus membre de l'Académie de marine pour ses connaissances particulièrement pointues en matière de navigation dans les zones polaires. Et il a communiqué récemment sur la cause technique probable qui est l'effet de berge. J'ai changé encore, vous avez la définition technique là que j'ai reprise d'un rapport du BEA. J'ai changé encore hier soir avec lui et il me disait je prends pour illustrer l'effet de berge pour l'Ever Given l'image d'un airbag sur l'avant qui ferait rebondir sur les berges le navire. Donc c'est un petit peu plus technique que ça, mais lui il le résume de cette façon et confirme bien la définition qui est donnée par le BEAMR sur l'effet de berge. En réalité, on anticipe bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est la première fois que ça arrive dans le canal de Suez. Pour autant, les navires porte-conteneurs dont les tailles ne cessent de grandir depuis l'origine, en réalité, jusqu'à dépasser maintenant largement les 20 000 EVP, vous imaginez bien que ces navires prennent énormément de place dans une masse d'eau et un canal qui, lui, ne s'étend pas, et par conséquent, à vitesse constante et à vitesse accélérante, le navire déplace une masse d'eau importante qui vient taper sur les berges. Et là, je laisse peut-être le commandant intervenir sur une explication encore peut-être plus simple ou plus technique, mais qui sera beaucoup mieux dite que moi. Voilà. Bon, je vous remercie. Oui, je vais essayer avec des mots assez simples de vous expliquer un petit peu l'effet qu'on appelle dit de berge. Donc, la présence d'une berge est un élément perturbateur quant à l'écoulement de l'eau le long de la coque d'un navire. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, lorsqu'un navire se déplace dans l'eau, il y a des phénomènes de pression et de dépression qui se produisent le long de sa coque. Et à partir du moment où il se retrouve à proximité d'une muraille, qui va être une berge ou qui pourrait être la présence d'un autre navire, eh bien cet écoulement de l'eau, elle est fortement perturbée. Alors, elle est perturbée de deux façons. En ce qui nous concerne là, dans la navigation en canal, elle se traduit par un surenfoncement du navire, un surenfoncement qui, pour vous donner un ordre d'idée, à partir du moment où un navire se trouve à une distance inférieure à la moitié de sa largeur, elle augmente de 2. Elle se trouve augmentée par un coefficient qui est de l'ordre de 2. Et donc, plus vous allez vous rapprocher, et plus ce surenfoncement va être important. Donc ça, c'est la première des choses. Et qui dit surenfoncement dit donc un manque à gouverner pour le navire. Donc ça, c'est le premier effet que vous avez. Et vous avez donc le deuxième effet qui est un effet de succion et de répulsion. Au niveau de l'étrave du navire, le navire qui avance pousse de l'eau. Donc vous avez un effet de pression augmentée. Et lorsque le navire se trouve trop près de la berge, eh bien cet effet de répulsion va avoir tendance à faire se déplacer l'étrave vers l'extérieur et donc à provoquer une attraction de l'arrière. À cela, vous rajoutez la loi de Bernoulli qui fait que l'écoulement d'un fluide, à partir du moment où sa vitesse augmente, diminue la pression, et donc vous avez votre phénomène qui se trouve augmenté. Et donc, fort probablement, comme l'ont dit plusieurs personnes, un petit peu ce qui a dû se passer dans le canal de Suez. Un transit un petit peu trop près de la berge et ces effets qui se sont accélérés et qui ont amené l'arrière à être attiré par la berge. Et donc, l'étrave qui s'est trouvée attirée de l'autre côté, et à un moment, eh bien le chouement. Très bien, merci commandant pour cette explication très technique, très claire. Maintenant, je souhaiterais qu'on passe à la diapositive suivante, qui est le cadre juridique de la navigation dans le canal de Suez. Depuis cet événement, en réalité, on a oublié, je pense, de planter le décor un petit peu des règles de responsabilité dans le canal de Suez. On ne va pas faire du droit de la mer sur les droits et canaux de la Convention de Montego Bay. On va juste revenir tout simplement sur les obligations qui sont faites aux armateurs et aux commandants de navires lors de ces navigations dans les chenaux, canaux et détroits.
En l'occurrence, au-delà des considérations du droit de la mer, lorsqu'un navire emprunte un canal, que ce soit Panama ou Suez, il est régi par un certain nombre de règles de navigation, comme une sorte de réglementation intérieure. Et donc, ces règles, elles sont aisément téléchargeables sur le net. Et il suffisait, dès le jour de l'événement, d'aller regarder un petit peu ce qu'il en était en termes de responsabilité. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre assez simplement que l'autorité du canal de Suez n'est pas responsable de grand-chose. Tout à l'heure, nous parlions encore une fois du régime du pilotage maritime dans les approches portuaires ou dans les canaux et chenaux. Eh bien, l'autorité du canal de Suez n'y déroge pas. Et on voit bien qu'au titre, je crois, de l'article 4.7, eh bien, bien évidemment, les erreurs qui viendraient du pilote ne seraient pas opposables par l'armateur. Voilà. Donc là aussi, assez simplement, on voit que l'autorité du canal de Suez peut poursuivre l'armateur pour les dommages causés directement ou indirectement à l'autorité du canal, mais aussi aux tiers. Donc en gros, l'autorité du canal de Suez n'est pas responsable de grand-chose et rejette toute responsabilité sur la tête de l'armateur qui aurait causé les dommages. Donc, depuis le début, en réalité, le cadre juridique est assez simple. Je pense qu'il y aura là un point de droit intéressant à lever dont on parlera tout à l'heure, et une bataille juridique plus longue sur certains aspects. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce genre d'événement, grâce aux réseaux sociaux, on découvre plein de petites images plus drôles les unes que les autres. Donc voilà ce que j'ai pu trouver sur les responsabilités. Alors j'espère que le commandant, l'affréteur et les assureurs n'accueilleront pas comme ça le commandant du navire, qui, comme vous l'avez vu, n'est peut-être pas responsable de grand-chose. Il est responsable juridiquement de la maîtrise de la navigation du navire dans le canal, mais l'effet de berge est un effet, comme l'a expliqué tout à l'heure le commandant de la Fédération des pilotes maritimes, difficile à contrer dans certaines conditions météorologiques et notamment dans certaines conditions de vent. Voilà, alors on va rentrer dans le dur du sujet du webinaire du jour qui concerne en réalité les indemnisations au titre du marché de l'assurance maritime. Alors j'ai souhaité le traiter sous deux aspects, sur les dommages directs dans un premier temps et ensuite sur les dommages indirects causés aux tiers. Alors, de manière assez classique, un armateur est couvert, comme sur le marché IRTT, à travers un panel d'assureurs, de dommages et de responsabilités. En aérien, c'est différent, c'est le même assureur qui assure les dommages aux aéronefs et les dommages en matière de responsabilité. Donc là, les marchés sont tout à fait distincts. Vous avez le marché d'assurance corps de navire, qui est représenté par les compagnies que vous connaissez à travers des départements spécialisés, donc le corps de navire, Oil Machinery, pour les dommages subis par le navire. En matière de responsabilité, c'est une structuration tout autre, puisque la plupart des grands armateurs mondiaux assurent leur responsabilité à travers des mutuelles d'armateurs, qu'on appelle les P&I Clubs, qui sont regroupés au sein d'une association, International Group of P&I Club, qui constitue 13 membres. Alors, ce sont principalement des P&I Clubs d'origine anglo-saxonne et scandinave, et qui achètent leur réassurance ensemble. Autant le marché d'assurance corps de navire est intermédié à travers le monde du courtage, autant en matière de P&I Club, c'est moins le cas. Les courtiers peuvent intervenir sur les placements, sur la gestion de sinistres, mais ils interviennent parfois un peu moins dans l'intermédiation. Pourquoi? Tout simplement parce que les armateurs, comme ce sont des mutuelles d'armateurs, sont présents au sein des boards des P&I Clubs et donc décident souvent ensemble, s'agissant de sinistres particulièrement élevés, de régler ensemble au sein du board les plus gros sinistres. Alors, ce sont des mutuelles, donc ce qui veut dire que au sein d'une année particulièrement
ayant fait l'objet de beaucoup de sinistres, eh bien, les années suivantes, les P&I Clubs peuvent rappeler la prime. Donc, on est vraiment dans un système très mutualiste. Donc, voilà pour le décor en matière d'assurance de dommages et d'assurance de responsabilité. Donc, s'agissant des dommages aux navires, il n'y a pas de discussion possible. Tous les dommages qui ont été subis par le navire sont normalement indemnisés par un pool de co-assurance d'assureurs corps de navire. Alors, la particularité aussi qui existe sur le marché de l'assurance maritime en matière corps, c'est que les armateurs ont des conditions tarifaires différenciées suivant qu'il s'agit d'un assureur ou d'un autre. Les courtiers ont pour habitude de mettre en concurrence les plus grands marchés mondiaux à travers le marché français, hein, bien évidemment, qui se taille une bonne part du marché, le marché anglais, très présent historiquement, mais aussi les marchés scandinaves, parfois aussi des marchés asiatiques. Donc, il y a une mise en concurrence des assureurs qui est faite. Il y a très peu de contrats de durée. On les connaît de moins en moins sur le marché garde, mais c'est la même chose sur le marché armateur. Et ce sont la plupart du temps des durées fermes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tacite reconduction des polices corps de navire. Donc là, c'est sur le premier aspect, pas de discussion possible, indemnisation qui sera faite par les assureurs corps. Venons maintenant sur les dommages directs causés aux tiers. Eh bien, là, c'est une assurance de responsabilité classique, mais à travers les P&I Clubs. Donc là, il y a eu un petit événement la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez suivi les évolutions de cet événement, mais le canal de Suez, jusqu'à mardi dernier, le traité du canal de Suez, réclamait une compensation de 916 millions de dollars auprès de l'armateur. Et ces prétentions ont été baissées, je crois, mardi ou mercredi dernier, à 600 millions de dollars. Alors, en termes de montant, j'aurais juste, là aussi, replanté un petit peu le décor des grandes masses financières, puisque lorsque vous regardez le marché de l'assurance maritime à travers le monde, ce sont des encaissements, alors je le dis de mémoire, mais Cécile pourra peut-être éventuellement compléter, c'est à peu près 30 milliards de dollars d'encaissements tout confondu, c'est-à-dire le segment corps de navire, qui n'est pas le plus gros, marchandises transportées, et aussi P&I. Alors le P&I là-dedans, c'est que environ, hein, là aussi je vous dis de mémoire, environ 3 milliards de dollars, donc ça fait 20% quand même des encaissements annuels des primes P&I. Donc c'est vous dire, j'allais pas dire la disproportion, il y a quand même beaucoup de sinistres P&I qui ont lieu tous les jours, et là on a une réclamation qui est très forte. Et on verra après l'incidence des conventions internationales en matière de responsabilité. Là aussi, on l'a vu tout à l'heure, en matière de dommages matériels, tout simplement, l'armateur devra réparer, indemniser l'autorité du canal de Suez pour les dommages matériels causés au canal. Il n'y a pas de tergiversation possible. Les règles de navigation du canal de Suez sont très claires là-dessus. Alors, le point de droit intéressant, et c'est là où je souhaiterais que Cécile reviendra tout à l'heure sur ce point, c'est que en matière maritime et traditionnellement, l'armateur a la possibilité de limiter sa responsabilité en fonction du tonnage du navire, au titre de la convention dite de 1976 sur la limitation de responsabilité. Eh bien, là se posera certainement un point de droit très intéressant, puisque certes l'armateur a le droit de le faire, mais il a circulé dans le canal de Suez qui lui interdit d'opposer ce fonds de limitation. Donc là, il y aura un point de droit à discuter, qui sera discuté très certainement à travers les avocats, et puis il y aura des considérations politiques et financières qui interviendront bien évidemment entre l'Égypte, l'autorité du canal de Suez et l'armateur. Voilà. Alors maintenant, venons-en aux indemnités qui pourraient être versées au titre des dommages à la cargaison du navire. Alors, comme vous pouvez le lire, en réalité, à part des denrées périssables ou du cheptel qui aurait été transporté sur ce navire, je crois qu'il y en a eu, il n'y a pas beaucoup de dommages qui ait pu être causé à la marchandise d'abord. Le navire est toujours détenu, il y en a peut-être. Donc, là aussi, se posera la question de l'application des règles conventionnelles en matière de transport maritime de la Convention de Bruxelles de 1924, qui permet, dans certains cas, à l'armateur, au transporteur maritime, de s'exonérer
de certaines indemnisations. Et je laisse peut-être Cécile intervenir sur ce sujet. Oui, alors, en fait, en effet, en droit maritime, la règle internationale, puisque c'est issu de conventions internationales, et en particulier la Convention de Bruxelles de 1924, prévoit quelques grands principes en termes de responsabilité. Donc la première chose, c'est que le transporteur est responsable de plein droit. Donc à partir du moment où un dommage survient, un retard, un problème sur la marchandise, le transporteur est responsable. Donc c'est assez commode pour les intérêts cargaison, puisqu'il n'y a pas besoin de prouver de faute. Le pendant de ce principe de responsabilité est que la responsabilité est limitée en fonction soit du poids de la marchandise, soit du nombre de colis. Donc on rééquilibre en fait là l'automaticité de la responsabilité en permettant au transporteur de la limiter. Sauf évidemment en cas de faute lourde ou intentionnelle, comme dans tous les cas de responsabilité et d'obligation de résultat. Enfin, le transporteur a la possibilité, dans quelques cas limitativement listés par la Convention, il y en a 17, voilà. Dans certains cas, il peut s'exonérer de sa responsabilité. Parmi ces cas, il peut y avoir les périls de la mer ou un incident grave de navigation. Donc pourquoi pas, dans notre cas de figure, je n'en sais rien, mais pourquoi pas tenter d'invoquer les conditions météo et les circonstances donc, qui ont conduit à l'incident. Et un autre cas, éventuellement, est la faute d'un tiers, la faute, par exemple, du pilote, qui pourrait éventuellement permettre au transporteur de s'exonérer de sa responsabilité. Donc, je ne vous liste pas les 17 cas, mais voilà 2 cas qui, éventuellement, pourraient être cités par le transporteur. Donc, voilà les grands principes de responsabilité décrits par la Convention internationale de 1924 qui concernent donc les intérêts cargaison. Toujours s'agissant des intérêts cargaison, en matière de garantie PNI, les pertes consécutives à une livraison tardive ne sont pas prises en charge par les PNI clubs. On imagine aisément pourquoi, ça ferait beaucoup de contentieux, et j'imagine que le montant des primes PNI ne serait plus du tout le même si c'était le cas contraire. Alors maintenant, nous venons parler des dommages directs causés et subis par l'événement. Je fais maintenant intervenir sur les dommages indirects subis par les tiers, c'est-à-dire les navires et les cargaisons bloquées. Eh bien, là, à peu près, application des mêmes principes de transfert et de responsabilité. Il est peu probable qu'il y ait eu des pertes causées aux denrées périssables des navires qui ont été bloqués provisoirement durant ces quelques jours lors de l'événement. Et donc, il n'y aura peut-être pas d'indemnisation de la part des assureurs marchandises transportées, facultés, sur ces dommages. Là aussi se pose la question d'éventuels recours que ces assureurs pourraient avoir de manière non contractuelle, mais quasi délictuelle, à l'endroit de l'armateur de l'Ever Given. Eh bien là s'opposeront les mêmes principes de responsabilité du transporteur maritime et des cas exonératoire de responsabilité. Alors maintenant, se peut se poser la question des pertes financières liées justement à ces retards. Et c'est un sujet que l'on pourra développer sur la fin de l'intervention. En réalité, bien qu'il s'agisse que les assureurs sur faculté soient des assureurs de dommages, un petit peu comme les assureurs de dommages terrestres, il n'existe pas ou peu de garantie des pertes d'exploitation consécutives à un dommage sur les marchandises. Cela s'explique comment lorsque vous êtes assuré au titre d'une police terrestre de dommages directs, perte d'exploitation, votre assureur vous demande évidemment les valeurs en risque. Là, ce sont les valeurs, on a de valorem des marchandises transportées. Ça peut être aussi des polices au chiffre d'affaires. Et les assureurs terrestres demandent, lorsque vous souscrivez
une police de dommages et perte d'exploitation, quelle est votre marge brute? Eh bien là, en termes de flux et marchandises et de transport, je dirais l'analyse de risque serait bien complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que les assurés ne sont pas tout à fait les mêmes. Les assurés peuvent être les expéditeurs, peuvent être ceux qui reçoivent la marchandise. Tout dépend en réalité de l'Incoterm qui sera signé et décidé entre les parties sur la vente des marchandises transportées. Donc il y a déjà ce premier écueil. Et puis l'assurance de dommages des marchandises transportées est basée sur une logique de flux. C'est-à-dire que dès lors que vous avez perdu une marchandise lors d'un transit maritime, terrestre, aérien, fluvio-maritime, eh bien, l'idée, c'est de revenir sur le principe indemnitaire de l'assurance et d'indemniser la perte des dommages matériels. Là aussi, qui pourrait être perdant dans l'affaire, on ne le sait pas toujours. Tout dépend de l'Incoterm, tout dépend du propriétaire, du chargeur. Et nous le verrons tout à l'heure, on est plus sur une analyse de supply chain, on est plus sur une cartographie des risques des industriels sur la perte de matériel non fongible. C'est-à-dire que en matière d'indemnisation de dommages lors des transports, eh bien, vous pouvez très bien indemniser la perte de ces matériels qui seront ensuite recommandés et réexpédiés. Donc, on serait bien en peine de calculer, de provisionner justement cette fameuse extension de perte d'exploitation après le dommage durant les transports maritimes. Alors, là aussi, les retards sans dommage à la marchandise ne sont pas indemnisés par les P&A Club, après pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer. Alors, là aussi, est-ce qu'il y aurait des recours envers l'armateur de l'Ever Given? On revient très exactement au mécanisme et aux réflexions précédentes, à savoir que l'armateur opposera très certainement vis-à-vis d'éventuels recours un peu indirects de ces armateurs ou des assureurs sur les principes d'exonération dont Cécile a parlé tout à l'heure. Je souhaite que Cécile intervienne à nouveau sur les principes de la limitation de responsabilité de l'armateur, non pas au titre du transport maritime, mais justement des dommages qui seraient causés soit à l'autorité du canal directement, soit à l'environnement du canal de Suez, soit aux tiers tout simplement qui viendraient réclamer à l'armateur de l'Ever Given des pertes. Et donc Cécile nous parle du principe de la limitation de responsabilité de l'armateur au titre de la Convention de 1976. Oui, alors au-delà donc de la Convention de Bruxelles de 1924 qu'on a citée tout à l'heure, qui concerne vraiment le transport des marchandises et donc les intérêts cargaison, il existe une super convention internationale très globale qui en fait chapeaute toutes les autres conventions, qui permet à tout exploitant, tout armateur ou tout exploitant de navire de limiter globalement sa responsabilité. Alors cette fois, ce n'est plus en fonction du nombre de colis ou du poids de la marchandise, hein, pas du tout, c'est en fonction du tonnage du navire. Donc l'exploitant de navire a la possibilité de se prévaloir lorsqu'il s'agit de créances maritimes. Alors là encore, la définition de créance maritime est assez précise, hein, il y a une liste limitative de cas dans lesquels on peut considérer qu'on a une créance maritime et que dans ce cas, l'armateur ou l'exploitant peut limiter sa responsabilité. Donc, par exemple, une créance qui serait survenue à bord du navire, dans notre cas de figure, qui aurait causé un retard pour l'arrivée des marchandises ou quelque chose comme ça, ou un dommage au canal, etc., serait une créance maritime. Les montants de limitation sont prévus donc par la Convention de 1976 qui a été revue en 1996 et je crois en 2020 plus récemment. Donc les montants sont remis à jour très régulièrement, calculés en fonction du tonnage du navire. Et il est important de souligner que pour pouvoir en bénéficier, donc la procédure est assez longue, l'exploitant du navire doit demander à ouvrir un fonds de limitation. Un tiers va intervenir, une sorte de loss adjuster, qui va prendre en compte tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les demandes, et organiser ainsi
le total des réclamations et la manière dont l'exploitant du navire pourra ou non limiter sa responsabilité et à qui il devra combien, etc. Donc, ce sera très, très organisé. Donc, c'est très bon parce qu'il faut constituer ce fonds, attendre que toutes les demandes aient été formulées et ensuite organiser la manière dont l'indemnisation se fera. Étant précisé, je reviens là-dessus, que pour les demandes du canal de Suez, l'exploitant du navire aura, semble-t-il, toutes les peines du monde à se prévaloir de l'habilitation, puisqu'il y a des règles très spécifiques qui excluent finalement le bénéfice de cette convention normalement universellement reconnue, qu'est la convention de 1976. Donc là, vous voyez les montants qui apparaissent. À cette heure, le toitier du canal de Suez réclame 600 millions de dollars d'indemnisation et le fonds limitation, en regard du tonnage du navire, serait de 115 millions de dollars. Voilà. Je souhaite maintenant qu'on passe au slide suivant sur le principe de l'ouverture d'une procédure d'avarie commune. Alors, c'est un terme que les maritimistes aiment bien parce que c'est très spécialisé. Et nous, courtiers, avons déjà reçu depuis plusieurs semaines de la part justement d'Average Adjuster des déclarations d'ouverture de procédure d'avarie commune. Et je souhaite que Cécile vous explique en quelques mots le principe même de la procédure d'avarie commune en matière de droit et d'assurance maritime. Alors, très brièvement, l'avarie commune est liée au concept historique de l'aventure maritime. Donc, si le navire prend en charge les marchandises des chargeurs pour les amener à destination, et que donc c'est sous sa responsabilité que l'armateur transporte tout cela, c'est quand même dans l'intérêt de tous, du chargeur et du destinataire. Donc, il a été reconnu que finalement, les intérêts cargaison devaient également contribuer à supporter le fardeau de cette aventure maritime dans l'hypothèse où il y aurait un pépin. Et lorsque le navire, l'équipage ou la cargaison sont en péril, parce qu'il y a une tempête, parce qu'il y a un événement de mer, vraiment plein de raisons, l'armateur va parfois être obligé de prendre une décision, sacrifier la cargaison, empêcher le navire de partir, recourir à des aides extérieures, du remorquage, du sauvetage, etc. Donc, le principe de la procédure d'avarie commune fait que tous les frais engagés pour sauver le navire, l'équipage ou la cargaison seront supportés à proportion des intérêts qu'a chacun dans l'expédition, seront supportés par tous. C'est la procédure d'avarie commune qui a toujours existé et qui existera toujours en shipping. C'est un principe de solidarité. Donc chacun contribue à hauteur des intérêts qu'il a dans l'expédition. Et dans le cadre de cet incident, toute la question sera de savoir si oui, on peut se prévaloir de l'avarie commune s'il y avait réellement un péril, et si oui, comment on va partager la peine entre les différents chargeurs. C'est très compliqué parce qu'il s'agit de conteneurs, donc il y en a énormément, et l'armateur. Alors, juste simplement pour illustrer les mécanismes de l'avarie commune, j'ai pris des valeurs hypothétiques sur la valeur du navire et la valeur de la cargaison. Donc, vous mettez une masse créancière totale de la valeur du navire en état d'avarie, là, qu'on a mis à 150 millions de dollars. D'autres disent que le navire pourrait valoir aux alentours de 120. On ne le sait pas, puisque on n'a pas accès évidemment à ces documents. Et en matière maritime, à la différence des assurances terrestres, on se base sur le principe de la valeur agréée. C'est-à-dire qu'une valeur de navire peut fluctuer d'une année à une autre, en réalité en fonction du marché de l'offre et de la demande, c'est-à-dire du fret. Et une typologie de navire rare sur un fret déterminé peut, 10 ans après sa construction, valoir plus cher qu'il ne valait à son veuvage. Donc, on prend une valeur hypothétique de 150 millions de dollars, une valeur de cargaison d'1,850 milliard, donc une assiette totale sauvée de 2 milliards. On regarde les proportions justement de ces valeurs. Donc, 150 millions versus les 2 milliards, c'est 7,5%. Les intérêts facultés, c'est 92,5%. On voit en réalité que si une procédure d'avarie commune était validée,
l'armateur et surtout ses assureurs auraient tout intérêt, si justement les sacrifices engagés, alors là j'ai pris une valeur de 20 millions de dollars, hein, il y en a qui sont beaucoup plus de frais liés au sauvetage du navire, donc contribuerait pour les intérêts facultés à 92,5% de ces sacrifices faits et 7,5% simplement au titre des intérêts corps. Donc on voit, comme je vous le disais, tout l'intérêt que les assureurs de l'armateur auraient à rejeter la facture sur les intérêts facultés à l'occasion de l'ouverture d'une procédure d'avarie commune. Voilà. Je vais demander à Frédéric Jean de bien vouloir passer au dernier point qui concerne les pertes financières sans dommage. Vous l'avez vu lors de cette présentation, en réalité, les indemnisations de pertes financières sans dommage, de pertes d'exploitation sans dommage, sont très peu transférables au marché de l'assurance maritime, pour les raisons qui ont été expliquées sur les flux, sur les intérêts des chargeurs, l'acheteur, les incoterms, etc. Donc, comment envisager une indemnisation possible au titre de ces fameuses pertes qu'aurait pu subir un industriel, par exemple? Eh bien, on en revient à ce serpent de mer que connaissent bien les membres de l'AMRAE, qui est l'APE sans dommage, et qui est traité non pas par le marché de l'assurance maritime, mais bien par le marché de l'assurance terrestre. Et donc, des entreprises qui sont destinataires de ces marchandises qui auraient fait défaut en livraison. Tout le monde le sait, les industries sont de plus en plus à flux tendu, que l'effet papillon est très important sur les productions manufacturières, que ce soit en automobile, que ce soit en aéronautique ou dans d'autres domaines de fabrication. Et certains approvisionnements peuvent être critiques lors de la fabrication de biens de consommation. Donc, le marché maritime, on l'a vu, ne répond pas. Quid du marché terrestre? Eh bien, toujours les mêmes principes. En matière de pertes d'exploitation, très classiquement, les pertes d'exploitation après dommage sont indemnisées au titre des polices pertes d'exploitation, des polices de dommages directs des pertes d'exploitation. Les carences de fournisseurs, même si elles perdent, elles fondent en termes de LCI en ce moment, sont toujours indemnisables. Les assureurs sont très vigilants sur cet aspect-là. Et puis, il y a les fameuses pertes d'exploitation sans dommage, les NDDI, qui sont difficiles à analyser, que certains assureurs, sur lesquels certains assureurs ont proposé des garanties, d'autres ont arrêté. Et finalement, on se retrouve dans quelle situation vis-à-vis de la perte d'exploitation sans dommage? Eh bien, on les couvre généralement, nous courtiers, à travers une étude de cartographie de la supply chain des industriels, et on peut les transférer souvent avec une partie captivée importante. Donc c'est un sujet que nous maîtrisons bien chez CIACI et dont notamment Frédéric Dureau est intervenu régulièrement à l'AMRAE sur cet aspect-là. Donc en réalité, cette perte financière sans dommage, à l'occasion de tels événements, de rupture de chaîne logistique, et on peut imaginer, l'événement n'a duré que 6 jours, mais on peut imaginer que le navire ait été échoué durant plusieurs mois, voire plusieurs années, avec l'impossibilité de récupérer finalement les marchandises transportées qui serviraient à la chaîne logistique d'un industriel et qui ne peut donc plus produire tel ou tel produit manufacturier. Donc, en réalité, le marché de l'assurance maritime ne peut pas intervenir très difficilement sur ces pertes d'exploitation tant qu'il n'y a pas eu de dommages, et même s'il y a eu des dommages. Et c'est le marché de l'assurance terrestre qui peut intervenir, moyennant des études longues et des primes conséquentes, parce que il y a très peu de mutualisation dans le domaine. Donc c'était un petit peu le point qui permet de rapprocher un petit peu le monde de l'assurance maritime
et d'assurance IRDT. Et je pense qu'on peut arriver à la petite conclusion en matière de risque et d'assurance avant de recevoir vos questions. Finalement, cet événement a étonné le monde médiatique, les réseaux sociaux et a agité tous ces réseaux très dernièrement. On a tendance un peu à oublier l'événement finalement un peu moins de 2 mois après son avènement. Mais est-ce qu'il était prévisible? Oui, l'événement lui-même n'était pas totalement imprévisible. Je vous lis ici une petite cartographie que j'avais réalisée pour un de nos clients très simple, hein, sur les caractéristiques des 3 canaux à travers le monde, avec les longueurs, les largeurs et les profondeurs de ces 3 canaux, le type de trafic, les vulnérabilités et l'importance géographique et les capacités de contournement de ces 3 canaux. On voit en réalité qu'il y a des canaux qui sont très vulnérables compte tenu de leurs caractéristiques géographiques, que certains sont d'une importance stratégique majeure. On pourrait même rajouter, les couleurs sont changeables, on pourrait même rajouter à l'aune de cet événement le canal de Suez en rouge. Et puis, il y a des contournements possibles et d'autres qui ne le sont pas. Donc, s'agissant de l'événement de l'Ever Given, il s'est réalisé, mais il était tout à fait envisageable. On peut imaginer même des actes terroristes sur certains navires qui bloqueraient le canal de Suez, le canal de Panama, et qui auraient des conséquences énormes sur les approvisionnements des chaînes logistiques dans le monde. Donc, en termes de risque, l'événement n'était pas inimaginable, inenvisageable, compte tenu, encore une fois, des caractéristiques géographiques et techniques des navires qui empruntent ces canaux et détroits. Maintenant, la conclusion aussi en termes d'assurance, vous l'avez bien compris, c'est la fameuse capacité de transfert et d'absorption du marché de l'assurance. On l'a vu, le marché de l'assurance maritime interviendrait difficilement. En revanche, après des études, encore une fois, approfondies d'un certain nombre de risques d'industriels manufacturiers, on peut tout à fait envisager cette rupture de chaîne logistique à travers des études NDBI qui seraient pour partie transférées aux captifs d'assurance des assurés et pourquoi pas pour partie sur le marché de l'assurance traditionnelle. Voilà. J'en ai terminé avec Cécile sur la partie de l'exposé. Je laisse maintenant Frédéric Jean nous envoyer les questions des personnes qui nous ont regardé et écouté. Merci, Étienne. De rien. Alors, d'accord, je prends les questions. Alors, première question, alors elle s'adresse autant à Cécile, plus à Cécile certainement qu'à moi. Le fonds de limitation est-il opposable à l'autorité du canal de Suez? Donc, en fait, comme on vous l'a exposé tout à l'heure à plusieurs reprises, les règles de navigation, enfin, les règles qui s'imposent dans le canal de Suez font que le canal de Suez ne peut se voir opposer aucune exonération, aucune limitation. A priori, en théorie, tous les dommages subis et prouvés par le canal seront intégralement indemnisés et on ne pourra rien opposer à ce dernier. Merci Cécile. Alors je vois d'autres questions, mais je pense qu'on y a un petit peu répondu où elles ont été posées pendant l'exposé. Les armateurs tiers bloqués ont-ils une action possible envers le propriétaire de l'Evergreen? Alors, l'action est toujours possible, hein, encore une fois. On ne peut pas empêcher un armateur bloqué de venir, ou un assureur, de venir réclamer une indemnisation à l'armateur de l'Evergreen. Là, encore une fois, s'appliqueront tout simplement les règles du transport maritime et donc de la Convention de Bruxelles de 1924 en termes
éventuellement d'exonération de responsabilité. Donc là encore, ça va faire, je pense, les choux gras des avocats maritimistes pendant quelques années encore. Voilà. Autre question. Ah bah, oui, c'est la question qui revient s'agissant, encore une fois, de la possibilité du marché de répondre à ces transferts de risques. Le marché de l'assurance marchandises transportées peut-il répondre à des solutions de transfert à l'avenir s'agissant d'un événement similaire? Sinon, quel marché? Là aussi, je pense qu'on a un petit peu répondu à la question. Pour moi, il serait très difficile d'étudier une extension de perte d'exploitation au titre des polices d'assurance marchandises transportées pour plusieurs raisons. L'analyse des flux et surtout l'analyse de la perte d'exploitation. Et ça ferait aussi envoler, je pense, gonfler énormément le montant des primes d'assurance sur faculté. Donc la réponse pour le moment, elle se situe encore une fois sur le marché de la PE sans dommage, qui est pour le moment un dossier difficile à placer compte tenu du peu de mutualisation qui existe sur le marché. Alors, autre question. Ah oui, Stéphane, pardon, pose la question de savoir si la présentation il sera possible d'obtenir le support. Stéphane, je te réponds que oui, elle sera disponible sur le site de la Marine. Voilà. Et enfin, dernière question. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce sinistre sur ces différents aspects? Moi, je dirais que c'est le gigantisme et c'est un sujet qui revient très régulièrement au sein de la communauté des assureurs maritimes. Depuis plusieurs années, vous avez déjà des études qui datent de 2009 sur le marché de l'assurance transport en France que vous pouvez retrouver sur Internet. Mais les assureurs maritimes se posent vraiment la question du gigantisme. Frédéric Jean expose encore une fois cette image assez drôle de pyramide de compteurs. Vous imaginez un seul navire met en risque jusqu'à près de 2 milliards de dollars de valeur. Le marché de l'assurance PNI représente des encaissements uniquement de 3 milliards. La réclamation de l'autorité du canal de Suez est de 600 millions de dollars, 20% des encaissements mondiaux. Est-ce que le marché peut absorber plusieurs événements? J'allais dire plusieurs événements. Là, on parle de conteneurs, mais demain, et personne ne l'espère, ça peut concerner un navire à passagers, avec des milliers de passagers à bord. Ça peut être une collision avec un chimiquier qui dégagerait des substances chimiques sur une côte et qui nécessite l'évacuation de personnes sur des centaines de kilomètres autour d'une zone portuaire. Voilà, on est là sur la limite de la réponse du marché de l'assurance maritime, voire autre, sur le gigantisme des navires, que ce soit porte-conteneurs, que ce soit des navires à passagers, voire des chimiquiers. Donc, là encore, l'imagination est très large et peut-être catastrophiste, mais l'événement Never Given a montré qu'on pouvait très bien avoir un navire qui s'échoue durant, en réalité, peut-être des mois, voire des années avant de le déconstruire, avant de le déséchouer. Les événements maritimes mondiaux futurs montreront qu'il y a peut-être encore d'autres événements catastrophiques qui peuvent arriver. Et est-ce que le marché de l'assurance maritime pourra y répondre? C'est justement la question que se posent ces mêmes assureurs au regard des valeurs de risque. Et je crois qu'il est presque l'heure et qu'on a terminé. Merci beaucoup, Étienne. De rien, c'était très intéressant. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Et journée. merci à la participation spéciale du pilotage également. Merci au pilotage. Avec plaisir. Merci à vous et avec plaisir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je quitte.